Je vais donc maintenant passer la parole à Jean-Numa Ducange, si je ne me trompe pas, qui est professeur des universités en histoire contemporaine, professeur plus spécifiquement d'histoire sociale et politique du XIXe siècle à l'université de Rouen. Il est également membre junior de l'Institut universitaire de France et travaille sur l'histoire croisée des gauches et des mouvements ouvriers en France et dans les pays germanophones entre 1848 et 1920. Il se consacre aussi à l'historiographie de la Révolution française et à l'histoire des socialismes et des marxismes. Il a soutenu son HDR en 2019 sur Écrire l'histoire du socialisme, révolution, marxisme, nation, espérance et expérience, France, Allemagne, Autriche, 1860-1920, et prépare actuellement une édition de texte sur l'histoire des socialismes. C'est donc une vision plurinationale des mouvements révolutionnaires, sociaux et politiques depuis la fin du XVIIIe siècle, vers laquelle nous conduit Jean-Numa Ducange. Et donc, je lui donne la parole pour nous présenter une communication qui s'intitule « Parler au peuple pour agir, Jean Jaurès et l'éloquence révolutionnaire ». Donc, nous quittons Aulard, dont il a été beaucoup question dans la première communication, pour Jaurès. Jean-Numa, je te donne la parole. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Je suis tout d'abord navré de ne pas pouvoir assister à la totalité de votre colloque, le goût immodéré pour les réunions ayant pris une ampleur certaine avec les visioconférences. Oui, il vient d'être question d'Alphonse Sollard. Nous ne le quittons pas nécessairement en tant que cela, dans la mesure où Alphonse Sollard était un ami de Jean Jaurès, et que Jean Jaurès, en dépit du fait, je vais revenir dans un instant, qu'il avait une conception assez différente de la Révolution française, impliquant notamment une critique de ce que disait Aulard sur les orateurs. Malgré cela, Jean Jaurès, parce qu'il était profondément républicain, n'avait jamais souhaité rompre avec Alphonse Sollard sur toute une série de points. Et lorsqu'il s'est lancé dans sa grande écriture d'histoire de la Révolution française entre 1900 et 1904, bien qu'étant à distance des approches que développait Aulard, notamment sur la terreur, et qui viennent d'être rappelées, eh bien, ils avaient quand même une communauté de vue sur un certain nombre de choses. Ce premier point sur la communauté de vue est important. Pourquoi ? Ce qu'il y a de commun entre Aulard, Jaurès et tous ces hommes, assez peu de femmes, il faut bien dire à ce moment-là, de la Troisième République, fin 19e, début 20e, c'est qu'ils sont de grands orateurs, souvent, ils sont parlementaires, ils sont à la charnière de différentes choses, du monde politique et de l'histoire, parfois pour d'autres de la philosophie. Et Jaurès est l'incarnation de cela, lui qui a une formation de philosophe, et il va vers l'histoire. Donc c'est un même monde, c'est un même environnement. C'est important de le rappeler de prime abord parce que, alors, je suis en train de mener un travail assez approfondi sur Jaurès, qui est à la fois focalisé sur lui, tout en essayant justement de ne pas trop tenir compte de sa popularité, de sa postérité qui est exceptionnelle, alors même qu'en son temps et à son époque, son importance est malgré tout relative par rapport à d'autres figures. Alors, j'ai été tout à fait un petit peu interpellé par la communication précédente qui faisait beaucoup référence à Claude Lefort à propos de Robespierre et de, entre guillemets, le robespierrisme, tout ce qu'il y avait autour. Ce qui est intéressant pour comprendre Jaurès, c'est que d'une certaine manière, lorsqu'il essaye d'écrire une histoire de la Révolution française au tout début du XXe siècle, il l'a fait en réaction à un certain nombre de conceptions de la Révolution, et notamment à celle d'Aulard, même si, encore une fois, il est proche de lui. Il juge, pour employer les termes de l'époque, que l'histoire de la Révolution telle qu'elle a été développée est beaucoup trop idéaliste et qu'il faut lui donner davantage un fondement matériel. C'est là une des raisons de son inspiration profonde de Karl Marx lorsqu'il écrit son histoire de la Révolution française. Mais Jaurès précise immédiatement une chose, et c'est bien connu des spécialistes de Jaurès, mais ça vaut la peine, je crois, d'être rappelé dans le cadre du colloque ici même, c'est que Jaurès n'est pas quelqu'un qui se réfère uniquement à Marx, mais également à deux autres maîtres, dont un est très cher à Paul Petitier, Michelet et Plutarque, et notamment à ses vies parallèles. Il faut savoir que Jaurès est quelqu'un qui est extrêmement marqué
par une culture classique. Il est agrégé de philosophie, école en maths supérieures. Il a rédigé une thèse complémentaire en latin sur les linéaments, bon, on dit parfois les origines du socialisme allemand. Donc, il a cet arrière-plan très fort qu'il est important de comprendre. Il ne tombe jamais dans un matérialisme que l'on pourrait qualifier d'étroit. Et une de ses grandes interrogations dans son histoire de la Révolution française, c'est de comprendre l'articulation entre les mouvements populaires et les dirigeants politiques et les grands orateurs. Encore une fois, lorsqu'il écrit cette histoire de la Révolution, il est gêné, si vous me permettez cette expression un peu familière, par la façon dont on écrit l'histoire et qu'on l'écrit quand même beaucoup par en haut, en partant des grands discours, des discours parlementaires. Et lui-même est dans une situation un peu paradoxale. Alors, j'étais pas là à tout le colloque hier, mais en la voyant, je crois rappeler à un moment donné que oui, il y a un certain nombre de gens, il faut toujours les remettre bien dans leur contexte et c'est pas leur fond de commerce, mais c'est le fait que ces orateurs-là, comme Jean Jaurès, eh bien, sont des gens qui défendent aussi, entre guillemets, leur bout de gras et qui ont un intérêt à valoriser leurs compétences spécifiques dans un certain cadre. Et donc, Jaurès est quelqu'un qui, en écrivant son histoire de la Révolution française, bien sûr, cherche à donc lutter contre une lecture trop étroite de la Révolution, trop centrée sur les grands orateurs. Entre parenthèses, c'est pas une lutte historiographique circonscrite au moment jaurésien, parce que cette tradition d'éditer les grands orateurs de la Révolution française et de prendre ça comme point d'entrée principal pour comprendre le processus révolutionnaire, c'est une tradition qu'on retrouve quasiment jusqu'à nos jours. Je pense par exemple à l'édition, par ailleurs très bien faite, qu'avait François Furet à la Pléiade au moment du bicentenaire sur les grands orateurs de la Révolution. Donc il y a un enjeu, je dirais, propre à la façon dont on écrit l'histoire de la Révolution lorsqu'on se tourne vers ça. Après, souvent, on insiste sur le fait, oui, alors Jaurès a beaucoup valorisé l'histoire économique et sociale de la Révolution. Il a été à l'origine de la création d'une commission en 1903 à ce propos, qui a été dissoute un siècle plus tard, mais qu'importe. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'une des interrogations de Jaurès que l'on pointe moins à l'accoutumée, me semble-t-il, c'est comment peut-on parler au peuple, aux groupes révolutionnaires en mouvement. Et ça, évidemment, ça implique une analyse spécifique de la Révolution française, mais Jaurès, ça le renvoie à des problématiques qui lui sont propres dans ce qu'il essaye de faire politiquement en son temps. Or, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Et c'est l'articulation entre tout ça qui me paraît intéressant pour situer son rôle. Jaurès, il doit sa grande popularité dans le mouvement socialiste et plus largement dans les rangs républicains au fait qu'il est un grand orateur qui s'est imposé par la voie parlementaire. Jaurès, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout socialiste à la base, c'est un parlementaire, c'est le cadet du Parlement sous Jules Ferry en 1885. Donc c'est par cet intermédiaire-là qu'il s'est imposé dans la discussion. Il est quelqu'un qui, par ailleurs, adore le latin, adore la culture classique. C'est très visible dans sa conception même de l'enseignement et de l'éducation. Il est pour élargir l'éducation au peuple, il est très républicain dans cette optique-là, mais il est assez critique, voire hostile à ceux qui sont qui sont pour remettre en cause la culture classique, etc. Dans cet environnement-là, Jaurès se pose toutes ces questions. Alors, je fais une parenthèse biographique qui est importante quand même. S'il peut se permettre de se poser toutes ces questions-là, c'est qu'il a été battu aux élections parlementaires en 1898, et donc il a enfin le temps de se tourner vers l'histoire de la Révolution, de se plonger dans l'histoire. Donc ces allers-retours entre histoire et présent sont facilités par cet élément biographique. Il s'interroge donc beaucoup au rapport qu'entretiennent les grands dirigeants socialistes et donc les grands dirigeants de la Révolution française se situent dans le prolongement. Qu'est-ce que peut faire un discours sur le peuple? Comment le peuple peut recevoir un discours? Et quelle est l'articulation finalement entre les deux? Ça n'a rien d'évident. On sait bien au XIXe siècle que la lecture de textes à haute voix dans les mouvements ouvriers, dans les mouvements sociaux, eh bien, se fait par une élite ouvrière et les autres écoutent pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Donc, toutes ces interrogations-là le traversent. Et ça le traverse d'autant plus que, c'est ce que je disais au départ sur le travail initial que j'essaie de mener, Jaurès est loin d'être la figure bien aimée de tout le monde, socialiste, représentante par excellence des intérêts du prolétariat. Vous avez derrière moi une image très connue, là c'est une représentation picturale, de Jean Jaurès parlant aux ouvriers de Carmaux. Jaurès a toujours refusé d'être, parlementaire à Paris ou en région parisienne. Il est resté fidèle à ses origines en étant battu puis réélu cette circonscription très ouvrière où il y a des mineurs à Castres,
notamment, et donc tout ce milieu castre-carmo est très important pour lui. Et donc, ça n'avait aucun caractère d'évidence pour lui que de se retrouver à parler aux ouvriers. Il aurait pu rester un républicain classique. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé et qui n'aurait pas forcément été obligé de faire cela. Mais Jaurès réagit à autre chose. Je parlais de comment, ma communication, comment parler au peuple. La notion même de peuple, au moment où il écrit ça, fait tout à fait débat. Ça a été souvent finalement assez peu dit, mais si Jaurès se lance là-dedans, c'est parce qu'il se pose, je l'ai dit, des interrogations politiques par rapport à ce qu'il doit faire, comment, encore une fois, un discours politique peut arriver jusqu'au peuple et comment il peut y avoir un dialogue entre des orateurs, entre guillemets, bourgeois et les masses populaires. Il réagit à Gustave Le Bon, La psychologie des foules, qui a une vision extrêmement négative des foules et des mouvements révolutionnaires. La première édition date de 1895 et il y a un enjeu spécifique à bien montrer qu'il peut y avoir un rôle positif du peuple dans l'histoire, d'où le fait, je ne vais pas détailler ici, c'est pas l'enjeu, que dans l'histoire socialiste de la Révolution française qu'il a écrite, aujourd'hui ça nous paraît assez banal, mais même des groupes qui sont plutôt à la gauche de Robespierre, alors que Jaurès est plutôt fondamentalement robespierriste quand même pendant une grande partie de son histoire, ceux qui sont les plus à gauche comme des groupes comme les Enragés, qui sont entre guillemets l'extrême gauche, qui sont débordent Robespierre sur sa gauche, Jaurès essaye à chaque fois de comprendre spécifiquement leur motivation égalitariste parce que ça le renvoie à ses propres problématiques. Et tenter de donner une forme de rationalité à son discours politique, au discours des masses populaires à l'époque, c'est lutter finalement contre la vision très répandue dans la presse de l'époque, très négative, des foules qui font peur aux classes dominantes à l'époque. Donc ces articulations-là me paraissent très significatives. Il y a une autre chose que j'aimerais développer, parce que ce n'est pas dit explicitement, et c'est peut-être là où c'est plus intéressant, c'est justement le rapport qu'entretiennent les autres dirigeants socialistes, et pas qu'en France, parce qu'effectivement, Petit l'a rappelé, j'essaye de faire un travail croisé des dirigeants du mouvement ouvrier à l'échelle internationale, c'est de voir justement, comment ces différents dirigeants sont perçus les uns par rapport aux autres. Je m'explique. Jean Jaurès, pour un certain nombre de militants socialistes, syndicalistes à l'époque, c'est avant tout quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement favorisé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous publiez ensuite, j'ai toute une série de citations, mais je réserve ça pour la version écrite. De prime abord, on se dit, les ouvriers de milieu populaire, notamment par exemple les mineurs de Carmaux, se saisissent de la voix de Jean Jaurès parce que eux n'ont pas la formation oratoire, n'ont pas les moyens de pouvoir s'exprimer par eux-mêmes. Ils se saisissent d'un professeur d'université qui vient dans leur circonscription pour porter leur parole à l'extérieur. Il y a de cela, c'est très important pour l'oratoire. Aux origines même du mouvement ouvrier, si vous traversez quelques contrées, que vous arrivez en Allemagne, le premier dirigeant du mouvement ouvrier, celui qui a créé le premier parti ouvrier en Europe, qui est Ferdinand Lassalle, en 1863, et quelqu'un qui, pareil, est une sorte de dandy qui meurt en plus dans l'affrontement avec une comtesse dans un duel l'année d'après, donc c'est vraiment pas quelqu'un issu du mouvement ouvrier, mais les ouvriers se sont saisis d'une personnalité comme ça, avec une grande capacité à s'exprimer. Lassalle était très connu, c'est un révolutionnaire de 48, il a fait des pièces de théâtre, donc on se saisit de quelqu'un d'extérieur sociologiquement à son milieu pour pouvoir avancer un certain nombre de choses. Et si vous regardez la plupart des grands dirigeants socialistes avant 1914 sur plusieurs pays, qu'est-ce que vous constatez ? Il y a toute une série de gens comme Jaurès qui parlent extrêmement bien, liés à leur formation, qui en plus sont complètement, vous l'aurez compris, imbibés, imprégnés de cette histoire révolutionnaire. Les uns et les autres, c'est pas propre à Jaurès, si vous sortez du camp socialiste, Clémenceau et comme cela, ce sont des gens qui littéralement rejouent la Révolution française dans le Parlement. C'est ça qui vaut d'ailleurs, ce qui leur vaudra des remarques sarcastiques de Marx et puis d'autres après, disant, regardez, ils passent leur temps à remettre leurs uniformes de Romains, à rejouer la Révolution. Il y a ça. Il y a le côté sarcastique, mais il n'y a pas que cela. Il y a toute une série de courants pour qui, finalement, le fait d'aussi bien parler et d'être finalement copie conforme à d'autres hommes politiques extérieurs au mouvement socialiste est en soi un problème. Je m'explique. Jaurès a une sorte de modèle, qui est le modèle républicain, qui est que le peuple exprime un certain nombre de revendications,
il doit servir de porte-parole, il y a une articulation entre les deux. Pour toute une série de courants plus ouvriéristes à l'époque, Jaurès va être en réalité leur bête noire, leur cible favorite, précisément parce que la façon dont il envisage le discours politique, oratoire, est quelque chose qu'il conteste. Vous lisez les sources des syndicalistes révolutionnaires, notamment de la CGT, qui sont très hostiles aux partis politiques constitués, y compris le Parti socialiste. Qu'est-ce qu'on stigmatise chez les gens comme Jaurès? Évidemment, le fait qu'il soit extérieur à la classe sociale, à la classe ouvrière, mais aussi sa façon de s'exprimer, sa façon d'emprunter de multiples références extérieures au mouvement ouvrier, des références donc aux Lumières, à la Révolution française, la Révolution française étant perçue par certains comme quelque chose qui n'a pas apporté l'égalité sociale, donc c'est une vision négative, et on retrouve comme ça un leitmotiv très présent dans une série de publications de l'époque qui critiquent précisément Jaurès parce que la façon dont il s'exprime est en soi quelque chose qui est une sorte de marqueur d'extériorité à l'égard du monde ouvrier. Jaurès est très conscient de ces difficultés-là, d'où le fait qu'il recherche perpétuellement, compris dans l'histoire révolutionnaire, la façon dont on peut former des alliances et concilier un certain nombre de choses. Alors, un autre point sur lequel j'aimerais insister, il en a été un peu question dans ce que j'ai pu entendre hier et aussi déjà un petit peu ce matin, c'est la question du modèle du sacrifice et du sacrifice héroïque, la façon dont on meurt en révolutionnaire. Bon, avec quelques collègues, on avait eu l'occasion de développer ça lors d'un colloque à l'Université de Rouen. On avait essayé de faire un peu un panorama en partant de la Révolution française, parce que c'est là où c'était plus sensible, mais en essayant d'ouvrir justement aux autres époques. De voir est-ce que cette mort héroïque a quelque chose de spécifique à la Révolution française et comment les choses se prolongent. Alors, parce que dans mort héroïque et dans héroïsation, il y a la présence de grandes figures qui sont censées, parce qu'elles ont des attributs spécifiques, notamment l'art oratoire, sont censées mieux représenter les intérêts du peuple que les autres. Alors, Jaurès là-dessus est quelqu'un qui est, entre guillemets, coincé entre différents univers. Il est très admiratif de l'œuvre révolutionnaire pour toute une série de raisons. Il théâtralise littéralement dans l'histoire de la Révolution française ses choix. Il dit à un moment donné, alors vous savez, c'est la citation pour ceux qui connaissent, on dit toujours, ah oui, Jaurès, il dit qu'il va s'asseoir à côté de Robespierre face aux Girondins, etc. Mais si vous regardez de très près et que vous lisez très attentivement, à d'autres moments, il trouve que Robespierre est, comment dirais-je, trop excessif. Mais là n'est pas l'enjeu. L'enjeu pour moi, là, c'est qu'il théâtralise et qu'il met en scène tout cela. Et il est extrêmement admiratif et sensible. Il est imbibé, encore une fois, de culture latine. Il adore, même dans des discours, encore une fois, les autres en profitent pour le prendre pour cible. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé, il faudrait faire un travail là, pour le coup, un traitement informatique permettrait de voir. J'ai l'impression que son amour des citations latines, évidemment, décroît. Plus il est investi dans le mouvement ouvrier, plus il comprend que ce genre de référence a un effet, entre guillemets, au début, qui peut impressionner, qui peut se dire « Ah, nous sommes fiers d'avoir ce Jaurès qui, lui, a cette haute culture pour nous représenter. » Et après, ça fait presque l'effet inverse. On se dit « Mais on n'a pas besoin de gens comme ça pour nous représenter. » Puis, parallèlement, il y a une sorte de personnel ouvrier qui essaie de monter sociologiquement par rapport à eux. Je reviens sur mon histoire de sacrifice héroïque. Finalement, Jaurès théâtralise, est très imprégné de tout cela. Mais en même temps, homme républicain qu'il est de la fin du XIXe siècle, cherche à prendre ses distances avec tout cela. Pourquoi ? Parce que ces modèles héroïques sont des modèles de désespérance. Et puisqu'ils sont des modèles de désespérance de fin d'un processus révolutionnaire, il cherche à affirmer sa lecture plutôt parlementaire, démocrate, dans le cadre des institutions existantes. Et donc, il est perpétuellement coincé entre différentes choses. Entre le fait que, effectivement, un mouvement révolutionnaire, c'est forcément un dépassement des institutions existantes, c'est aller plus loin, donc c'est faire appel au peuple à plusieurs reprises, pour y compris dépasser les réalités existantes, et en même temps, il juge que les équilibres républicains qui existent en son temps au début du XXe siècle sont déjà suffisamment avancés pour qu'on puisse, comment dirais-je, se permettre d'éviter de rejouer pleinement la Révolution française. Autrement dit, le peuple en action, le peuple agissant tel qu'il a existé pendant la Révolution française, d'une certaine manière, ne peut plus
se jouer de la même manière au tout début du XXe siècle. Et quand il dit cela, il a bien en tête la critique aussi qu'il doit y avoir, la critique que font des gens comme Gustave Le Bon, non pas qu'il partage l'hostilité du peuple en mouvement sous le terme de foule qu'affirme Gustave Le Bon, mais tout de même, il a en tête aussi l'idée que la République en construction est quelque chose qui va permettre de dépasser progressivement ce type d'équilibre. Il a aussi en tête la place nouvelle par rapport à la Révolution française, du place du prolétariat industriel et de son organisation spécifique. Et là aussi, c'est assez intéressant, je crois, de regarder ce qui se passe autour de lui et la concurrence qu'il peut exister. J'ai parlé tout à l'heure de Ferdinand Lassalle, qui est donc en quelque sorte quelqu'un qui est à la fois très différent de Jaurès, mais qui vient d'un milieu tout de même similaire dans la mesure où il est extérieur au monde ouvrier. Au début du XXe siècle, vous avez d'autres dirigeants qui émergent et qui ont parfois en commun avec Jaurès d'avoir une grande capacité oratoire et d'avoir impressionné les masses ouvrières par cela, tout en étant sur un profil politique différent. Je prendrai uniquement deux exemples. Un exemple français et un exemple entre guillemets allemand, mais qui va au-delà parce qu'il est beaucoup plus connu que Jaurès à l'époque. L'exemple français, c'est Jules Guesde. L'exemple allemand, c'est August Bebel. Pourquoi ces deux exemples sont intéressants sur ce point? Guesde est son grand concurrent à l'époque. Il est beaucoup moins connu que Jaurès, mais a posteriori, mais sur le moment, ce n'est pas du tout le cas. Guesde est quelqu'un qui vient d'un milieu relativement favorisé, d'un milieu de précepteur, mais qui n'a pas tout le pédigré de l'élite républicaine comme Jaurès, l'école normale supérieure, l'agrégation, etc. Or, Jules Guesde, lui aussi, est un orateur exceptionnel. Ça ressemble à Jaurès dans sa manière de s'adresser aux masses avec un art oratoire particulièrement développé, mais en même temps, Guesde va avoir au sein de l'organisation socialiste à ce moment-là une plus grande influence au sein des milieux militants pendant toute une période, notamment parce que, me semble-t-il, la façon dont il développe son art oratoire est différente de Jaurès. Jaurès, je le dis, cette imprégnation de la culture classique de la Révolution est omniprésente. Chez quelqu'un comme Guesde, et ça a bien été souligné, y compris par la presse de l'époque, c'est intéressant de lire même la presse, même très hostile au mouvement socialiste, qui rend compte des discours des uns et des autres, on souligne le fait que Guesde est beaucoup plus connecté à, si je puis dire, des références très matérielles, à des exemples de vie. Alors lui est quelqu'un qui est élu dans le Nord et qui prend énormément d'exemples de vie quotidienne, qui surjoue quasiment l'hostilité aux intellectuels. C'est plutôt quelqu'un qui vient d'un milieu intellectuel, mais il aime bien surjouer ce registre-là. Et il se différencie de Jaurès, non pas en termes de qualité oratoire, alors évidemment on n'a pas d'enregistrement, c'est difficile de juger, mais si on prend les archives parlementaires, ce que peut en dire la presse, ce que peut en dire la police, c'est intéressant, il y a les rapports de surveillance, mais je vous fais grâce de ces choses-là qui sont très spécifiques à une recherche, mais on peut dire qu'à capacité égale à enflammer les masses, vous me permettez l'expression, Guesde parvient à se distinguer d'un Jaurès en justement se différenciant de sa culture classique et en jouant en plus une carte que l'on qualifierait aujourd'hui, je mets beaucoup de guillemets parce que le mot a un autre sens aujourd'hui, de populiste. Je prends un dernier exemple, Bebel, qui est intéressant. Bebel, il est peu connu aujourd'hui, mais il est un dirigeant qui avait une notoriété internationale considérable. Il était à la tête du Parti social-démocrate allemand jusqu'à sa mort en 1913. C'est quelqu'un dont les discours étaient traduits dans toute l'Europe, bien plus que Jaurès, et qui, lui, avait, compte tenu de la moyenne des cadres de mouvement ouvrier allemand, qui venait pour le coup vraiment d'un milieu populaire et davantage un ouvrier autodidacte. Alors, il a existé des ouvriers autodidactes du même type dans le mouvement ouvrier français comme Proudhon, mais à la fin du 19e, pour toute une série de raisons, il y a la constitution des élites républicaines, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, quelqu'un comme Bebel est quelqu'un qui développe un grand art oratoire, c'est un peu le Jaurès allemand, grand discours au Reichstag, des discours d'opposition qui étaient reproduits à l'époque massivement, mais qui, lui, est en quelque sorte une sorte de synthèse entre l'ouvriérisme de Guesde et le grand oratoire de Jaurès, avec les références classiques,
sachant que Bebel, lui, venait d'un milieu ouvrier. Un milieu ouvrier, bon, encore une fois, très spécialisé. Il était même artisan un peu à son compte après, donc c'est pas de l'ouvrier classique, si je puis dire, de la grande industrie, mais tout de même, il y a cet arrière-plan modèle populaire. Et leur façon dont ils s'adressent donc à chaque fois aux groupes ouvriers dans leur circonscription, dans les conférences nationales, ça me paraît tout à fait intéressant à étudier, parce que là, encore une fois, il y a une question de registre, de vocabulaire employé et de tentative, et c'est là où je vais bientôt terminer, mais de tentative de faire quoi un des idéaux qui a porté ensuite le mouvement ouvrier tout au long du XXe siècle, qui a en grande partie échoué, mais c'est une autre question. Je fais ça en historien, donc j'essaye de comprendre. Je disais, du temps de Jaurès, vous aviez des courants, plutôt autour du syndicalisme révolutionnaire en France, qui se méfiaient en fait des orateurs en tant que tels. Encore une fois, je n'ai pas des choses très chiffrées parce qu'il faudrait faire plus systématiquement, mais là, oratoire peut être quelque chose qui peut être carrément perçu comme quelque chose de négatif, puisque on emploie un registre qui est différent du monde ouvrier. Bebel était quelqu'un qui était un peu entre les différents modèles que j'ai évoqués. Mais ce qui est intéressant ensuite, et permettez-moi de faire juste une anecdote, parce que c'est ça qui m'avait mis sur la voie il y a de nombreuses années, un philosophe donc s'intéressait beaucoup au langage, philosophe du langage marxiste, Jacques Le Cercle, fait une remarque lors d'un séminaire, il avait dit, moi je suis nostalgique de ces dirigeants issus du mouvement ouvrier, alors il parlait des années 1950-1960, quand il évoquait cela, qui justement ne parlaient pas très bien l'oral, lisaient leurs rapports, un peu le côté politburo, mais qui lisaient ce qu'on avait décidé collectivement, ce que les ouvriers avaient décidé dans le cadre de l'élection, et finalement toute cette tradition de grands orateurs qui essayent de capter comment dirais-je, la revendication populaire et de la diffuser à travers tout ça, et bien finalement, c'est quelque chose de plutôt négatif. Alors, c'était dans le cas d'un débat, donc tu tordais le bâton peut-être dans un certain sens, mais c'est une remarque qui me paraît très intéressante, parce que il y a eu perpétuellement, si j'en reste à la France, une tension entre cette volonté de porter les expressions populaires par un art oratoire entre guillemets plutôt bourgeois, issu de la grande révolution, issu des grandes élites républicaines, et en même temps d'essayer un petit peu de casser ce modèle-là au profit d'un modèle plus modeste, peut-être plus réservé, plus cadré par les organisations politiques, qui aurait été davantage en phase avec les revendications populaires. On voit bien ça à travers l'histoire des organisations socialistes et communistes en France. Quelqu'un comme Maurice Thorez, qui était secrétaire général du PCF de 30 à 64, dans quelqu'un qui venait du Nord, le milieu populaire, donc qui n'a pas beaucoup travaillé, était très rapidement permanentisé à la politique, et je m'arrête là-dessus, mais qui essayait de faire la synthèse entre un art oratoire assez prononcé et en même temps, régulièrement, de faire des interventions orales volontairement très limitées, très circonscrites et très refermées par rapport à d'autres. Et cette tension-là était déjà présente du temps de Jaurès, et à un moment donné, nous permet de comprendre toute une tendance lourde de l'histoire sociale et politique française, où on est à partager entre une fascination pour ces grandes élites républicaines qui parlent très bien, qui peuvent porter la parole politique, et en même temps une défiance profonde qui vient au moins d'une partie des mouvements populaires. Je me tais parce que évidemment c'est plus difficile d'interrompre quelqu'un, encore qu'on peut me couper le micro au bout d'un moment. Donc je me tais à propos justement d'orateur qu'il fallait peut-être faire taire.